Bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée nationale au cœur du travail parlementaire. Nous sommes le mercredi 4 décembre, quelques heures avant la chute du gouvernement de Michel Barnier, renversé par le vote d'une motion de censure, une première depuis 1962. Alors ce jour-là, les députés examinent une proposition de loi pour lutter contre la vie chère dans les territoires d'outre-mer. Un vrai problème. Par exemple, les prix alimentaires sont de 30 à 40% plus hauts qu'en métropole et la vie chère conduit régulièrement à des mobilisations. Cela a même conduit le gouvernement à instaurer un état d'urgence en mai dernier en Nouvelle-Calédonie, à 17 000 km de Paris. Alors ce texte très attendu vise aussi à réguler la concentration des acteurs économiques. C'est une proposition de loi socialiste portée par la députée de la Martinique, Béatrice Bellé. La séance est ouverte. Bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée nationale au cœur du travail parlementaire. Nous sommes le mercredi 4 décembre, quelques heures avant la chute du gouvernement de Michel Barnier, renversé par le vote d'une motion de censure, une première depuis 1962. Alors ce jour-là, les députés examinent une proposition de loi pour lutter contre la vie chère dans les territoires d'outre-mer. Un vrai problème. Par exemple, les prix alimentaires sont de 30 à 40% plus hauts qu'en métropole et la vie chère conduit régulièrement à des mobilisations. Cela a même conduit le gouvernement à instaurer un état d'urgence en mai dernier en Nouvelle-Calédonie, à 17 000 km de Paris. Alors ce texte très attendu vise aussi à réguler la concentration des acteurs économiques. C'est une proposition de loi socialiste portée par la députée de la Martinique, Béatrice Bellé. La séance est ouverte. Si on m'avait dit il y a 6 mois que je me tiendrais devant les députés à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon afin de présenter et défendre des dispositions de nature à lutter contre la vie chère dans nos pays des océans dits outre-mer, je ne l'aurais pas cru. Je me battais déjà tellement fort dans le milieu associatif, politique, je hurlais si fort mon indignation chaque semaine sur les plateaux, dans la rue. Je ne songeais à rien d'autre qu'à ce message à faire passer, à ces vies à soutenir, à ces emplois à préserver, à ces tristesses à penser, à cette faim à combler. Non, c'est vrai, je ne pensais pas que ce travail de terrain, d'accompagnement, d'éclairage politique m'aurait emmené ici au nom des Martiniquaises et des Martiniquais, bapep moins qu'à disot encore, merci pour confiance zot, moins péqué des civoisotes. Malgré les découragements et les grandes frustrations que procure la vie parlementaire, malgré les luttes vaines parfois, je me rends compte chaque jour davantage de notre rôle majeur, indéniable, dans le quotidien de nos compatriotes. Ce que la nature humaine ne peut parfois pas générer de façon spontanée, la bienveillance, la protection, les sécurités, c'est à nous qu'il revient parfois de l'organiser. Il y a quelques semaines encore, nous entendions dire par certains que la situation dans les pays des océans, singulièrement en Martinique, était conjoncturelle. Pourtant, les gouvernements se font et se défont, les ministres s'enchaînent, les mesures s'imposent et se dissipent, mais une chose demeure, l'insoutenable cherté de la vie. Elle persiste parce que nos économies sont captives, enfermées dans des structures où un petit nombre d'acteurs dominent les marchés, libres d'agir et ce, souvent au détriment de l'intérêt de la population et d'une concurrence équitable et loyale. La vie chère persiste parce que pour de nombreux territoires ultramarins, ces pays des océans, les eaux qui les entourent, continuent d'être perçus comme des barrières infranchissables, comme s'il n'existait que les seules voies de passage dessinées par le temps des colonies. La vie chère persiste enfin parce que l'État, jusqu'à présent, n'a pas décolonisé sa vision économique et stratégique à l'égard de ces territoires et qu'il n'a toujours pas décidé pleinement de participer à leur progrès social et à leur développement. En somme, la cherté insoutenable de la vie dans les pays des océans est le fruit d'un modèle archaïque qui maintient nos populations dans une précarité qui ne choque pas trop Paris. Un modèle archaïque qu'il nous faut aujourd'hui urgemment changer et adapter à nos réalités. Ce constat fait par la population, cette colère et ce sentiment porté par la population, je les partage en tant que militante, en tant que femme politique, mais aussi et surtout en tant que martiniquaise. C'est nourri d'un idéal qui s'est structuré par des années de militantisme. En Seine-Saint-Denis, où j'ai grandi, puis en Martinique, mon petit pays, que j'ai porté, avec d'autres, la question du blocage des prix et du renforcement du BQP dans les pays des océans dits d'outre-mer. C'est pour cela aussi que dès le début des mobilisations en Martinique, j'ai soutenu le mouvement populaire qui s'est engagé. J'ai été aux côtés de mes compatriotes, là et partout où je l'ai jugé utile. Aujourd'hui, c'est ici que je le suis. Pour mes premiers pas à l'Assemblée nationale, j'ai prolongé nos revendications en interpellant le Premier ministre et le ministre chargé des Outre-mer à plusieurs reprises. C'est même avec beaucoup d'émotion, d'indignation et de détermination que j'ai posé ma première question au gouvernement sur ce sujet. Ensuite, pendant des heures de débat houleux, lors des textes budgétaires, j'ai continué à
cet engagement, mon engagement, en défendant avec sérieux et gravité des amendements qui visaient à assurer la dignité des habitants des pays des océans, à éviter la casse des services publics, des amendements qui visaient également à créer une véritable continuité territoriale qui permettait de réinvestir dans l'hôpital, dans le pouvoir d'achat, des amendements qui visaient à permettre le développement de nos territoires. Ce combat contre la vie chère, contre la pauvreté qui fragilise les familles, c'est mon combat, c'est notre combat et c'est un combat de longue date. Parce que comme le pensait Margaret Mead, une anthropologue américaine, la misère n'est pas une fatalité mais une honte pour toute la société qui la tolère. Ainsi, cette proposition de loi est une nouvelle étape pour nos différents territoires, un nouveau cycle d'action politique et économique dans ces confettis de l'Empire où trop souvent le dernier kilomètre de l'action publique, comme le disait le Conseil d'État, peine à être assuré. Pour que cette proposition de loi soit efficace, qu'elle soit effective, et je veux sincèrement remercier Alicia Cluzan, administratrice adjointe de l'Assemblée nationale, pour son accompagnement et son engagement qui nous ont permis dans ce délai restreint de mener et de construire plus d'une dizaine d'auditions avec des observatoires des prix, des marges et des revenus des pays des océans, des économistes, des acteurs de la grande distribution, les préfets, les autorités de la concurrence. Je vous dis merci pour votre sérieux et votre engagement. Merci beaucoup. Et à la suite de ces auditions pléthoriques et denses, il nous est apparu que le bouclier qualité-prix ne répondait pas aux besoins des ménages. Il nous est apparu que les OPMR étaient des outils d'information essentiels, mais inefficaces en raison d'un manque de moyens humains et financiers. Il nous est également apparu que la dépense financière et logistique de ces organismes au sein des services préfectoraux limitait leur capacité d'action. Il nous est apparu aussi urgent de renforcer les outils de surveillance pour garantir une transparence plus accrue de la chaîne de valeur. Il nous est également apparu que dans nos territoires, aux réalités économiques complexes, il est urgent d'abaisser davantage les seuils pour les opérations de concentration. Ce travail, ces auditions et ces réflexions, je les ai voulues collectives, en y associant tous mes collègues de la délégation des Outre-mer et même au-delà, mes collègues de chaque territoire, parce que je suis de ceux et de celles qui pensent que c'est l'unité qui nous permet et qui nous permettra d'avancer. Les défis étant tellement grands, nos 2,8 millions de compatriotes ne méritent pas moins que cette unité au sein de l'Assemblée nationale. Une unité fraternelle, une unité de travail, une unité parce que nous ne pouvons nous permettre d'être dissipés, d'être enfermés dans des postures égocentriques. Nous devons continuer à travailler avec des solutions communes, même lorsque nous considérons que certains dispositifs ne vont pas assez loin. Et comme je le disais, cette proposition de loi est un nouvel acte, une nouvelle pierre posée à l'édifice. Elle s'inscrit dans une continuité historique qu'il est crucial de rappeler pour que chacune et chacun prenne conscience que la vie chère n'est pas conjoncturelle, mais qu'elle est bien structurelle mais qu'elle dit le nom d'un problème d'orientation économique plus profond. En 2009, 40 jours de grève dans un certain nombre de territoires, la Guadeloupe, la Martinique. En 2012, la portée de la loi de Victorin-Lurel qui instaurait le bouclier qualité-prix. En 2017, les accords dits pour la Guyane décollée. En 2023, la commission d'enquête sur la vie chère menée par Johnny Ajar. Je tiens à préciser que ces travaux, ces mesures ont souvent été issus de l'engagement du groupe socialiste qui ne rechigne jamais à présenter des propositions de loi pour nos territoires. Et je veux ici remercier l'ensemble de mes collègues pour leur soutien, leur considération et leur engagement contre la précarité, le sentiment d'injustice, d'exclusion et le déclassement de nos populations. Alors, ce texte ne répond évidemment pas à tout. Nous ne sommes pas dans la majorité, mais il s'inscrit dans la continuité des actions que chacun et chacune ont pu mener. Ce texte répond à une double exigence, celle de soulager immédiatement les ménages et celle de poser les bases d'un modèle économique plus équitable et plus durable. Conscient des facteurs structurels tels que l'insularité, la dépendance construite aux importations et les structures de marché oligopolistiques, cette proposition de loi prévoit donc l'élargissement du bouclier qualité-prix, le renforcement des sanctions à l'encontre des entreprises qui refusent la transparence en ne publiant pas leurs comptes, la baisse des seuils de contrôle des concentrations économiques pour briser les monopoles qui étranglent les marchés, des moyens accrus pour les observatoires des prix et des marges et des revenus, afin de permettre d'exercer un contrôle plus rigoureux et mieux protéger les consommateurs. Nous ne voulons plus que nos pays des océans soient plus longtemps captifs d'un modèle économique et social hérité de l'époque des colonies où ces dernières avaient vocation à ne servir que la métropole et à n'alimenter de s'alimenter que du marché métropolitain. Cette proposition de loi vise à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère, des mesures censées nous amener à une réflexion plus large pour une paix sociale durable, pour un développement territorial et économique, pour une valorisation des initiatives économiques
locales pour assurer la capacité d'émancipation humaine, sociale des populations qui habitent ces territoires de la République. Merci. Voilà, alors après cette présentation de la proposition de loi, eh bien, les députés vont s'exprimer tour à tour, adressant leurs questions, leurs remarques, leurs doléances à la rapporteure qui va leur répondre individuellement. Place à la discussion générale. En démocratie, c'est le peuple qui commande et qui décide. En économie, c'est la demande qui dicte l'offre. La vie chère dans les Outre-mer est une vie chère imposée aux consommateurs, donc imposée aux citoyens. La vie chère dans les Outre-mer est imposée par deux effets. Le premier, l'opacité des prix. Le second, les situations de monopole de certaines entreprises. Sur l'opacité des prix, je pense avec mes collègues du Rassemblement national qu'il faille redonner du pouvoir d'achat, du pouvoir aux consommateurs. C'est là le sens de mes amendements concernant la place de l'OPMR à la table des négociations. L'OPMR est une instance de citoyens qui a fait ses preuves. Et chers collègues de la gauche, vous devriez être contents parce que dans les OPMR, il y a tout type de citoyens dont beaucoup votent pour vous. Ce qui importe, c'est le travail rendu qui a fourni de bons résultats. Quand le consommateur de l'Hexagone a le choix, en tant qu'être doué de rationalité, il fait généralement le meilleur choix. Cependant, en Outre-mer, on ne nous laisse pas le choix d'agir en toute rationalité. Le choix se fait par dépit. Sur les situations de monopole en Outre-mer, d'aucuns disent que la taille de nos marchés sont trop petites et d'autres répètent à l'envi la même litanie. Les Outre-mer sont des économies sous perfusion d'argent public. Mes chers collègues, pourrait-on convenir d'une réflexion simple? Les Outre-mer, c'est d'abord la France. Et cette situation d'imbroglio, les grosses entreprises l'ont très bien compris en se permettant de se constituer en situation de quasi-monopole de fait. Ce sont elles qui dictent la conduite à tenir, tandis que dans le même temps, tout le monde se renvoie la balle. Puis, on fera semblant de découvrir la question de la vie chère, après une émeute rapidement balayée par des gaz lacrymogènes. Cette proposition de loi du groupe socialiste présentée ce jour est un moindre mal, eu égard à tous les leviers constitutionnels dont ce groupe disposa en 2012, mais n'en fit aucun usage au bénéfice du peuple. Aussi, et compte tenu de l'urgence pour notre peuple français d'outre-mer, le groupe Rassemblement national votera certaines de ces dispositions, tandis que d'autres feront l'objet d'amendements. J'en appelle non pas à l'unité, puisque personne n'y croit, ni à l'union puisque le temps n'est pas venu, mais à un bon sens paysan qui a traversé notre histoire et nos océans pour arriver jusqu'à nous. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, mes collègues députés, je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur Rivière. Donc, Madame la rapporteure. Ah, pardon. Oui. Mes chers collègues, il m'apparaît évidemment opportun de relever, quoi qu'il en soit, que sur cette question, sur la question de la précarité, malheureusement, qui concerne un certain nombre de nos territoires, oui, il faut y avoir une unité de vision. Un constat commun et partagé, et c'est cela que porte cette proposition de loi. C'est une vision partagée. Je crois que les constats ont été faits et refaits et que d'aucuns d'entre nous n'est en capacité de dire qu'ils sont biaisés. Aujourd'hui, les 40%, les 30 à 40% de pauvreté connus dans nos territoires méritent un engagement et un engagement objectif. C'est ce que cette proposition de loi nous propose de faire. Merci, Madame la rapporteure. Nous passons maintenant au groupe EPR. Monsieur Nicolas Metzdorf. Il n'est pas là. Alors, c'est vous, Monsieur Fugit? Eh oui. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Fugit. Je ne vous parlerai pas des drones pour la Martinique. J'en ai parlé l'autre soir. Bon, bref. Parce que c'était un sujet sérieux et important qu'on a évoqué. Bon, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, la vie chère est une réalité insupportable, en effet, pour nos compatriotes ultramarins. Pour ceux qui ne le vivent pas au quotidien, la preuve peut en être donnée par les chiffres de l'enquête de l'INSEE comparant les niveaux de prix entre l'Hexagone et les territoires ultramarins. Ces chiffres montrent non seulement que les prix sont plus élevés en Outre-mer, mais en plus que cet écart tend à s'accentuer chaque année.
Alors, quelles en sont les causes? Madame la rapporteure, le rapport de votre prédécesseur, M. Johnny Ajar, sur les causes de la vie chère en Outre-mer, en a détaillé les différents facteurs. L'éloignement et l'insularité donc des territoires ultramarins ne suffisent en effet pas à expliquer les niveaux de prix qu'on y rencontre. L'ensemble des Outre-mer importe donc la quasi-totalité de ses céréales et une partie importante de sa viande. Au bout de la chaîne d'importation, le prix des produits est naturellement renchéri par le fret maritime, les contraintes logistiques liées au transport de produits alimentaires et pour certains territoires, l'octroi de mer. En aval de la chaîne de distribution, l'existence de monopoles ou oligopoles de fait dans les territoires ultramarins ne peut être contestée. Ainsi, ce sont souvent 3 ou 4 groupes qui se partagent le marché dans chaque secteur donné. En Polynésie française, 4 groupes d'enseignes de la grande distribution possèdent la quasi-totalité du marché. Cette réalité existe dans d'autres secteurs clés des économies ultramarines, comme le fret maritime, où par exemple le CGA-CGM détient 62% des parts de marché en Martinique. C'est un exemple. Dans ce cadre, l'opacité du fonctionnement des marchés et le risque d'entente entre acteurs jouent évidemment en faveur de la hausse des prix. C'est pourquoi nous sommes favorables à l'article 2 qui renforce les obligations de publication des comptes pour les entreprises. Nous sommes également favorables à l'article 3 de votre proposition de loi qui vise à abaisser les seuils de contrôle des concentrations outre-mer à 5 millions d'euros dans tous les domaines d'activité économique. Je note toutefois que votre article ne concerne pas les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pas la Polynésie française. En revanche, au nom de mon groupe, j'émets de fortes réserves quant à l'article 1er de votre proposition de loi qui permettrait au préfet de bloquer les prix en outre-mer au niveau des prix observés en hexagone. Cette mesure nous semble entre guillemets dangereuse à mettre en place dans un marché déjà opaque et où l'économie informelle est déjà très développée. Elle fait même courir des risques de pénurie. Par ailleurs, comme cela a été souligné au cours des auditions, le fait de contractualiser au sein du bouclier qualité-prix étant une démarche volontaire, la fixation d'un prix bloqué trop bas aurait pour effet de pousser les industriels et les distributeurs souscrivant au BQP à en sortir et aurait donc des effets contre-productifs. Enfin, nous regrettons que votre proposition de loi n'aborde pas le sujet de l'octroi de mer. Lors des auditions conduites par votre prédécesseur, M. Ajar, dans le cadre de la commission d'enquête de la vie chère en Outre-mer, l'ensemble des auditionnés ont souligné l'effet inflationniste de l'octroi de mer sur les prix ainsi que l'opacité de cette taxe. Chers collègues, je suis désolée, on a dit qu'on essayait de respecter les 3 minutes oui. Pour laisser une minute. Même, vous m'aviez même proposé qu'on fasse 2 minutes 30, souvenez-vous. Donc je vous propose, je suis désolée, mais j'essaie de tenir le temps pour que, voilà. Je vous respecte, Madame la Présidente, je ne vais pas retarder plus la commission. Ce qui laisse une minute à Madame la rapporteure. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, vous avez parlé évidemment de l'éloignement et c'est bien pour cela qu'un certain nombre de nos territoires sollicitent, en vain malheureusement, mais ça fera partie de réflexions futures, de pouvoir commercer avec notre géographie cordiale. Vous le comprenez bien, lorsque nous habitons la Caraïbe, nous avons tout intérêt, nous, à trouver des voies de commerce avec la Caraïbe déjà, avec l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, naturellement sur des produits dont on pourrait estimer très largement ou pour lesquels on pourrait fixer un certain nombre de normes. Les difficultés d'approvisionnement viennent aussi de là. Tout ce que nous importons doit traverser très largement l'océan. Et puis, vous avez parlé en dernier lieu de l'octroi de mer. J'essaye d'être ramassé pour respecter ma minute. Nous sommes évidemment pour un rajeunissement de l'octroi de mer pour rendre cet outil fiscal nécessaire, plus dynamique, qu'il offre aussi des moyens pour les collectivités de challenger notre économie locale et de la stimuler, de ne pas en faire un outil qui permet la mise en place de rentes pour ceux qui en bénéficient ou ceux qui en sont en difficulté. Enfin, voilà. Merci, pardon. Alors, je me permets de rappeler les règles, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues qui ne sont pas d'habitude dans la commission des affaires économiques. Donc, pour être clair, donc c'est voilà, 3 minutes maximum. Mais sachez que les orateurs et oratrices peuvent reposer une question dans les questions individuelles et que, par ailleurs, quand on arrive aux amendements, je laisse toujours, évidemment, tous ceux qui le souhaitent réagir, à condition, évidemment, qu'on ne prenne pas un retard trop important. Donc, on va vraiment laisser le temps au débat parce que, voilà, et d'ailleurs, Monsieur Fugit, je vous inscris d'ores et déjà pour une question individuelle. Voilà. Donc, sachez que nous allons vraiment avoir le temps du débat, outre les orateurs et oratrices de groupe. Voilà. Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Jean-Hugues Ratenant.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Je voudrais pour commencer saluer la reprise de ce sujet qui n'est pas nouveau, qui est plus que d'actualité et qui reste primordial pour les ultramarins. Nos peuples se souviennent du grand mouvement du COSPA, du LKP en 2009, où les gens et les forces vives se sont mobilisés durant plusieurs semaines afin d'arracher des mesures immédiates et sur la cherté de la vie. Beaucoup ont encore mémoire, notamment à la réunion de la prime ou encore de la liste COSPA, imposant aux grandes surfaces des baisses significatives sur les produits de première nécessité. L'ancêtre, en quelque sorte, du bouclier qualité-prix, mais cela, c'est du passé. Pourquoi ce texte aujourd'hui ? Quel est le contexte ? Ce sont des coûts de la vie qui continuent d'embraser régulièrement nos territoires, allant de 19 à 38% plus cher par rapport à l'Hexagone. J'arrête là pourtant les chiffres, car nous les disons et répétons depuis des lustres, et nous savons tous que le coût de la vie s'aggrave. Les gens n'en peuvent plus. Croyez-moi, les vrais experts, ce sont les familles, les ménages, les consommateurs, ceux qui ouvrent leur porte-monnaie pour payer, mais les porte-monnaies de plus en plus vides. Ce n'est pas le nombre d'initiatives qui manque, mais le manque de résultats. Des solutions concrètes existent, mais il y a un véritable déficit de volonté politique, pour ne pas dire que le pouvoir continue à autoriser les abus sur nos territoires. Après avoir fait ce panorama, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise donc à actualiser la liste du bouclier qualité-prix, donner plus d'importance aux observatoires des prix, des marges et des revenus, instaurer plus de transparence des prix, limiter les concentrations et durcir les sanctions. Ce texte, qui suscite beaucoup d'attentes et d'espoir, mérite d'être amélioré et doit donc être à la hauteur des revendications de nos pays d'outre-mer. C'est le sens de nos débats ce matin. Je souhaite qu'aucun député ne fasse faux bond. Nos populations en ont assez des paroles, des colloques, d'assises, de rapports. Elles veulent de quoi se nourrir, s'habiller, se soigner, se loger, payer les factures, en bref, vivre dignement. Merci, Monsieur Rattenon. Madame la rapporteure. Monsieur Rattenon est dans l'économie d'une minute. Merci, chers collègues. Le collègue a rappelé une fois encore les différents moments qui ont malheureusement pour nos territoires, parce qu'ils les mettent toujours en difficulté, mais ont montré l'importance de la mobilisation de la population et l'importance aussi de ce que pesait aujourd'hui la misère sur nos populations. Depuis 2009, nous avons connu des épisodes sur chacun de ces pays des océans particulièrement graves, et pour le dernier, vous l'avez constaté sur tous vos écrans de télé en Martinique. Il est temps d'apporter des réponses concrètes et pas des réponses de saupoudrage, de construire en effet des vrais projets de développement pour ceux qui ressemblent encore bien trop à des confettis de la République ou de l'Empire. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Pour le groupe socialiste, Monsieur Giovanni William. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous, ultramarins élus dans cette 17e législature, nous sommes nés au sein de territoires dont le système économique est sclérosé par la cherté de la vie. Depuis notre naissance, on nous a habitués à surveiller les prix, à guetter les promotions, à acheter en gros, à remplir nos valises de courses lors des retours de vacances, de sorte que nous vivons dans un perpétuel système D, comme si l'histoire de la domination économique était une fatalité. Alors je le dis haut et fort, la France a sa part de responsabilité dans ce statu quo, puisqu'elle n'est jamais venue par elle-même tenter d'instaurer un équilibre sans que des mesures ne soient arrachées par un mouvement social d'ampleur. Dernière loi en date, celle de notre collègue sénateur Victorin Lurel, le 20 novembre 2012. Alors comme s'il était normal, de gouvernement en gouvernement, que nous, ultramarins, nous restions dans cet état appauvri, consacrant une part substantielle des salaires à nous alimenter. Évidemment, il s'agit là d'un texte d'urgence et nous avons le devoir d'intervenir sur d'autres champs de la vie chère. Et à titre personnel, je prendrai l'exemple de l'interdiction de la pratique du yield management visant à spéculer sur les prix des billets d'avion en fonction du flux de recherche. Donc nous devons renforcer, repenser nos filières productives alimentaires, bref, le modèle économique hexagonal appliqué à nos territoires n'est plus viable pour nos populations. D'ailleurs, l'a-t-il déjà été. Alors, nous portons l'ambition de sortir de cette logique
de panier de la ménagère, de bouclier qualité-prix portant sur quelques produits, ce sera, j'espère, un vaste chantier qui nous retiendra plus longuement. Mais pour l'heure, ici, nous traitons de l'urgence. Et donc, par ce texte et ces articles, nous voulons rendre obligatoire la fixation de prix similaires à ceux de l'Hexagone pour tous les produits de première nécessité du BQP dans un premier temps, rendre obligatoire le dépôt des comptes de ces groupes, de ces grands groupes, par la mise en place d'une sanction plus sévère afin de les contraindre à la publicité, renforcer le contrôle des rachats, fusions de sociétés dans tous les domaines afin de lutter contre les concentrations et enfin soumettre à autorisation préalable tout projet de création de commerce de plus de 300 mètres carrés. Et ainsi, nous voulons préserver le pouvoir d'achat de nos compatriotes, garantir la liberté d'entreprendre et de réussir de nos entrepreneurs et assurer une meilleure gestion du foncier disponible. Donc, chers collègues, ce n'est qu'une étape vers le rétablissement d'une justice économique et sociale en Outre-mer. C'est pourquoi je vous demande de voter ce texte et pour ma part, je voterai. Merci. Merci, Monsieur William. Madame la rapporteure. Bien, merci, chers collègues, merci, chers compatriotes martiniquais, pour ces mots. Nous vivons une situation particulière en ce moment. Je vous le dis, il y a quelque chose d'insoutenable dans ce que vivent nos populations, mais également dans la tension sociale qui est celle de nos compatriotes aujourd'hui, qui attendent beaucoup de nous et des décisions, et qui nous regardent et qui attendent beaucoup de nous et de nos décisions. Donc, je te remercie pour tes mots. J'espère que nous saurons tous être à la hauteur de ces attentes de notre population. Merci, Madame la rapporteure. Pour le groupe Droite républicaine, Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons soulève des enjeux importants pour nos compatriotes ultramarins, auxquels il est nécessaire d'apporter une réponse adéquate. L'article 1er de cette proposition de loi soulève des questions cruciales concernant l'encadrement des prix dans les territoires d'outre-mer. Et cet article souhaite rendre les prix en outre-mer équivalents à ceux pratiqués en métropole sur une liste élargie de produits. Cela soulève des interrogations importantes. 1. Comment les entreprises absorberont-elles ces coûts? Comment y parvenir concrètement? Il est important de rappeler que la cherté de la vie dans les territoires d'outre-mer est un phénomène complexe et multifactoriel. L'exemple de la Martinique, qui ne dispose que de 20% d'autonomie alimentaire, illustre bien cette problématique. Le dispositif actuel du bouclier qualité-prix offre déjà une alternative pragmatique à la régulation directe des prix. Ce mécanisme permet de modérer le coût global d'un panier de produits de consommation courante. De plus, et vous le savez, en cas de dysfonctionnement grave et persistant du marché, le préfet dispose déjà du pouvoir d'intervenir pour réguler les prix. À notre sens, stimuler la concurrence reste et restera le meilleur moyen de maîtriser le coût de la vie. Cela passe aussi par une régulation des surcoûts liés au transport et par un encadrement des pratiques de fixation des prix sur les marchés en situation de monopole ou d'oligopole. En ce sens, nous considérons que les articles 2 et 3 de la proposition de loi vont dans la bonne direction, notamment la mesure visant à adapter les règles de concurrence aux entreprises ultramarines, même si abaisser le seuil de chiffre d'affaires de 15 millions à 5 millions d'euros pour notifier une concentration dans le secteur du commerce de taille semble excessif. En l'état, je dis bien en l'état actuel du texte, le groupe Droite républicaine a décidé de s'abstenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vigier. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Je tiens simplement à apporter des éléments d'éclairage parce qu'il me semble qu'il y a une petite méconnaissance sur le mécanisme du BQP qui existe déjà, qui donne déjà la possibilité au préfet de fixer les prix. Et nous les avons auditionnés. Aucun n'a eu, parce que la négociation s'est faite, aujourd'hui l'occasion d'user de cette possibilité autoritaire de fixer les prix. Et donc il faut faire confiance à la négociation, mais il faut faire aussi confiance aux différentes auditions que nous avons faites et par lesquelles nous avons vu aussi qu'il y avait des marges de manœuvre assez larges de la part des distributeurs qui ne sont pas encore suffisamment usités. Nous ne sommes pas dans l'abus, nous ne souhaitons pas faire du contre-commerce, mais nous souhaitons réguler une situation qui met nos compatriotes dans la misère.
Merci, Madame la rapporteure. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Stevie Gustave. Merci. Madame la présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, aujourd'hui, je prends la parole pour porter un cri du cœur, celui des Outre-mer, et plus particulièrement de la Martinique, l'île de mon père, où l'injustice n'est pas seulement vécue, elle est subie dans le silence de l'oubli. Le problème de la vie chère en Outre-mer n'est pas qu'un sujet économique, c'est une question de justice sociale, de dignité humaine. Ce que nous évoquons aujourd'hui, ce sont des vies, celles des familles, de travailleurs, de jeunes, qui doivent affronter chaque jour un écart de prix injustifiable sur les produits essentiels. Comment justifier que les prix alimentaires soient jusqu'à 40% plus élevés qu'en métropole, alors que les revenus sont bien inférieurs ? C'est une réalité qui engendre un sentiment profond d'injustice, une frustration légitime. Mais cet écart n'est pas une fatalité, il est le résultat d'un système dévoyé, où la dépendance aux importations et l'abus de position dominante de certains grands groupes économiques maintient une emprise insoutenable. Même l'autorité de la concurrence a dénoncé ces monopoles qui écrasent la compétitivité locale et privent les ultramarins de leur droit fondamental, celui d'accéder équitablement aux biens essentiels. Ces injustices, Madame la Présidente, ne sont pas les chiffres, elles sont des vies. Elles s'ajoutent à des crises multiples, comme celle du chlordécone qui empoisonne les terres et les corps depuis des décennies, ou encore la crise de l'eau qui prive des milliers de familles d'un droit pourtant universel. Ces catastrophes ne sont pas des accidents, elles sont des symptômes d'un abandon, d'une fracture historique qui nous éloigne chaque jour davantage des principes républicains. Et que dire de la santé ? Les Outre-mer enregistrent des taux alarmants de maladies comme le diabète. Ma tante vient de se faire amputer de la jambe. Symbole cruel d'inégalité sociale et d'un système de santé insuffisant. Chaque inégalité devient une plaie ouverte et chaque silence une trahison. Les révoltes qui secouent régulièrement ces territoires ne sont pas des simples éclats. Elles sont l'expression d'une détresse profonde, d'une colère légitime face à des promesses d'égalité non tenues. Nos concitoyens ultramarins ne demandent rien d'autre que ce qui leur revient de droit. Une égalité réelle dans l'accès aux biens, aux services et dans les opportunités économiques. Chers collègues, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cette fracture. Ces textes que nous examinons aujourd'hui est une première étape, mais il doit être le début d'une révolution, celle d'un changement structurel où la concentration économique sera régulée, où les prix seront maîtrisés, où les ultramarins retrouveront leur dignité volée. L'injustice sociale en Outre-mer n'est pas une question marginale, elle nous concerne tous, car elle interpelle l'âme de notre République et il est temps de réparer des terres empoisonnées, des corps malades, des infrastructures abandonnées et surtout des vies brisées. Donner une vie digne aux ultramarins, c'est plus qu'un devoir, c'est un impératif républicain. Entendons leurs cris, faisons de leur combat notre combat pour que plus jamais aucun citoyen français où qu'il vive ne soit laissé pour compte. Et je terminerai par la phrase d'Édouard Glissant, l'égalité n'est pas un droit, c'est un préalable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gustave, de finir par Édouard Glissant. Madame la rapporteure. J'ai speedé à la fin. Merci collègues, merci de rappeler ce que la misère malheureusement également emporte. Elle emporte la santé, elle emporte la cohésion, elle emporte un peu trop d'éléments qui sont des éléments vitaux pour nos sociétés. Elle emporte aussi parfois la solidarité. Bon. Ce que nous souhaitons faire, ce n'est qu'un pas. Par cette PPL, nous avons bien compris que le temps est contraint pour étudier un grand projet pour nos pays des océans, mais nous ne manquerons pas, en tout cas, de partir à la bataille toutes les fois où ce sera nécessaire. Et nous espérons qu'à nos côtés se trouveront beaucoup de nos compatriotes ici et beaucoup de nos collègues. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Pour le groupe démocrate, Madame Maud Petit. Madame la Présidente, merci de m'accueillir au sein de votre commission. Merci Madame la rapporteure pour l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de loi sur la cherté de la vie en Outre-mer. Ce sujet, actuellement médiatisé du fait des incidents en cours depuis septembre en Martinique, est une problématique récurrente, ancienne, enracinée dans des inégalités structurelles, territoriales, économiques et sociales profondes et génère une exaspération des populations concernées. Car oui, pour un même produit,
Les prix à la consommation pratiqués en Outre-mer sont largement supérieurs à ceux de l'Hexagone. Un paquet de coquillettes, plus 138%. Du café soluble, plus 150%. En 2015, les produits alimentaires étaient 45% plus chers en Guyane qu'en France hexagonale. Ces écarts scandaleux rappellent l'urgence d'agir. Comment s'expliquent ces écarts de prix ? Insularité, éloignement, étroitesse des marchés, dépendance logique aux importations et leur taxation spécifique, chaîne d'approvisionnement éclatée, 14 intermédiaires quand il peut n'y en avoir que 3 en hexagone, et structure de marché monopolistique qui exacerbe la situation. Il appartient à l'État de travailler à une réelle continuité territoriale afin de réduire ces déséquilibres et de garantir une réelle égalité dans nos territoires. Sur le fond, ce texte présente des mesures intéressantes, bien qu'efficacité inégale. L'article 1er, visant à renforcer le BQP, pose une difficulté fondamentale à mon sens. Contraindre à l'alignement des prix ultramarins sur les prix les plus bas de l'Hexagone, sans tenir compte des spécificités locales d'éloignement, risque d'être contre-productif en entraînant 2 écueils. Une hausse des marges reportée sur d'autres produits ou pire, le retrait des distributeurs du dispositif. Les articles 2 et 3 sont plus efficients, renforcer les sanctions en cas de non-publication des comptes par les sociétés et abaisser le seuil de contrôle des concentrations économiques. Ce sont des leviers concrets pour briser des positions dominantes et encourager une concurrence bénéfique. Ces mesures offrent de réelles perspectives, mais je m'interroge sur la portée de l'article 2. La dernière modification de l'article L123.5.2 du Code du commerce, introduite lors de la première loi Egalim par mon collègue Richard Ramos, concerne l'ensemble du territoire français. L'astreinte de 1% du chiffre d'affaires mondial pourrait ainsi affecter de nombreux groupes n'ayant pas d'intérêt en Outre-mer, sans concerner par ailleurs les distributeurs ultramarins qui ne sont pas systématiquement en tout cas, de multinationales. Enfin, je me permets de noter une petite contradiction dans les objectifs de vos 3 articles, limiter les abus et stimuler la concurrence, mais généraliser le blocage des prix. Il ne faudrait pas dissuader l'arrivée de nouveaux acteurs économiques au risque de perdre des opportunités de concurrence. En conclusion, le groupe démocrate soutient cette initiative qui adresse des enjeux cruciaux pour nos compatriotes ultramarins, mais nous espérons bien évidemment quelques modifications pour que ce texte devienne opérationnel, efficient et à la hauteur des attentes. Je vous remercie. Merci Madame Petit. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Nous en avons déjà discuté. Il s'agit aujourd'hui très clairement de nous armer d'outils. Dans un contexte qui est particulier, qui c'est celui du libre marché, de la liberté d'entreprendre, de la libre fixation des prix sur des marchés particulièrement contraints. Et face à la contrainte notamment insulaire, il faut aussi des contraintes réglementaires. C'est ce que nous essayons de construire. Je tiens à te rassurer néanmoins sur la rédaction de l'article 2 que nous avons modifié, mais également sur le fait que le BQP est en effet un conventionnement avec des entreprises qui ont la liberté de choisir. Bon, enfin, en l'occurrence, nous avons déjà dit qu'elles ont plus de 50% de part de marché, qu'elles sont à 3% de marge réelle lorsque, en France hexagonale, ces mêmes entreprises sont à 1%. Donc je crois que nous avons quelques marges de négociation. Et puis nous avons peut-être des outils que nous allons vous présenter, comme le name and shame, qui ont vocation aussi à inciter les entreprises à mieux agir et à mieux faire. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Alors pour le groupe Horizon, Monsieur Xavier Albertini, je rappelle que nous avions été rapporteurs d'ailleurs d'une mission sur l'inflation, les causes et effets. Nous avions d'ailleurs voulu poursuivre ce travail sur les Outre-mer et j'espère en tout cas que ça n'est que partie remise, que ces travaux pourront se poursuivre d'une manière ou d'une autre parce que nous voyons bien que c'est une question absolument essentielle. Monsieur Xavier Albertini. Merci Madame la Présidente pour ce rappel quasi historique puisque c'était dans une mandature précédente. Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la présente proposition de loi entend effectivement répondre à la situation économique préoccupante du point de vue du pouvoir d'achat dans les territoires ultramarins. Certaines collectivités d'outre-mer connaissent effectivement des fragilités tant sur le plan social, sanitaire et économique. Ces fragilités ont amené d'ailleurs les différents gouvernements depuis 2017 à proposer des politiques publiques dites de convergence de façon à assurer une plus grande égalité avec l'Hexagone.
que cela soit avec le réflexe outre-mer ou l'Oudinot du pouvoir d'achat. Votre proposition de loi propose de renforcer cette action en faisant monter en puissance le fameux BQP, le bouclier qualité-prix, afin qu'il s'applique à davantage de produits et permette une réduction plus importante des prix à un niveau comparable à ceux pratiqués dans l'Hexagone. Si nous partageons naturellement cette volonté de modération des prix, force est toutefois de constater qu'un ensemble de facteurs participent au renchérissement des prix dans nos territoires d'outre-mer, dont nous ne pouvons faire abstraction. Au premier rang de ces facteurs, la dépendance aux importations en provenance de l'Hexagone et de l'Europe en dépit de facteurs d'éloignement géographique et d'insularité qui génèrent des surcoûts permanents. Ces coûts sont renchéris par la présence de nombreux intermédiaires, certains de mes collègues l'ont rappelé, plus de 14, le long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que par des éléments de fiscalité comme l'octroi de mer. S'ajoute par ailleurs l'étroitesse du marché intérieur et la faiblesse des productions locales, ce qui entraîne une faiblesse concurrentielle et une consolidation des positions oligopolistiques et monopolistiques historiques. C'est bien ces difficultés de dépendance aux importations, de fiscalité, d'abus de position dominante sur le marché qui sont les causes de la situation constatée et que nous devons traiter prioritairement. Fixer toutefois unilatéralement des prix au niveau de ceux de l'Hexagone, qui peuvent être largement en dessous des coûts économiques réels liés à l'éloignement, à la rémunération de la chaîne d'approvisionnement et à la fiscalité, ferait, nous semble-t-il, au contraire courir le risque de pénurie si cela ne s'avérait in fine rendre des opérations de vente des produits déficitaires. Compte tenu de cette crainte relative à un effet contre-productif de la mesure, le groupe Horizon et Indépendants s'opposera à l'article 1er. Toutefois, et concernant les articles 2 et 3, il est proposé d'une part de renforcer les sanctions en cas de non-publication des comptes des sociétés afin de garantir une plus grande transparence économique et lutter ainsi contre des phénomènes de rente et de captation de la valeur. Et d'autre part d'adapter les règles de la concurrence aux spécificités ultramarines avec à la fois un abaissement des seuils de contrôle de concentration à 5 millions d'euros dans toutes les activités économiques et un seuil de 300 mètres carrés de surface à partir desquels toute création ou extension d'un magasin de commerce de détail doit disposer d'une autorisation d'exploitation commerciale compte tenu de l'accès limité aux fonciers dans ces territoires. Il s'agit là pour nous de mesures utiles pour renforcer la concurrence et lutter ainsi contre les abus de position dominante ou de captation de la valeur. Et le groupe Horizon et Indépendants soutiendra ces articles 2 et 3. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Albertini. Madame la rapporteure. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, chers collègues insulaires. J'espère que je retrouverai tous ceux qui parlent de l'éloignement au banc des votants lorsqu'il s'agira pour nous de demander, comme pour la Corse, la continuité territoriale et qu'il s'agira de voter les quelques milliards nécessaires à construire la continuité territoriale, notamment dans le transport de marchandises. En attendant, puisque nous n'en sommes pas encore là, une fois encore, je répète que nous avons le dernier rapport de 2023 qui parle aussi d'un certain nombre de marges. Nous avons aussi les éléments de nos dernières auditions qui nous montrent que nous avons des marges de négociation avec ces distributeurs, puisque, comme je vous le disais, en moyenne, les marges nettes de ces distributeurs sont de 3%. Lorsque, en France hexagonale, pour le le plus en forme, qui est Carrefour ou Leclerc, on est à 1% ou à 1% et demi de marge nette. Donc je vous dis 3% contre 1% et demi. Bon, donc je crois qu'il y a des marges que nous devons pouvoir explorer. Encore une fois, il n'y a aucun préfet qui jusqu'à maintenant ait eu l'obligation d'user de cette forme autoritaire de la fixation des prix. Nous pensons que la négociation va pouvoir amener à une moyenne qui corresponde à notre volonté sur l'article 1. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Pour le groupe GDR, Monsieur Frédéric Maillot. Madame la Présidente. C'est bon. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour le peuple martiniquais, notamment pour des militants, et c'est un message de militant à militant, pour Aude, Rodrigue et Gladys. C'est grâce à eux qu'on parle de la cherté de la vie aujourd'hui, et ils ont subi une répression coloniale. Donc j'ai une pensée pour eux. Mes chers collègues, la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25, énonce le principe suivant. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé, son bien-être et ceux de sa famille. Et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'il dit notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux.
Je n'ai pas de doute, moi, que les pays d'outre-mer se trouvent dans l'univers. Mais toutefois, permettez-moi d'avoir des doutes que nos droits ne sont pas respectés. Alors, s'il fallait donner un titre à cette discussion générale, cela aurait pu être « Pourquoi nous ?» Pourquoi avez-vous décidé de jeter sur nous le sort de l'injustice ? Pourquoi ou qui a décidé que parmi tous les Français, c'est nous qui allons subir toujours, depuis toujours, la cherté de la vie? Qui a décidé que c'est nous, peuple d'outre-mer, qui allons payer plus cher pour se nourrir? Qui a décidé que c'est nous, peuple d'outre-mer, qui allons payer plus cher pour se soigner? Qui a décidé que parmi tous les Français, c'est nous, peuple d'outre-mer, qui allons payer plus cher pour se déplacer? Mes collègues, il n'est pas ici question de demander quoi que ce soit ou de quémander quoi que ce soit, mais juste de faire en sorte de travailler afin de réanimer l'égalité, l'équité, parce que la misère ne se gère pas, elle se combat. Il nous faut donc combattre ces grands groupes, souvent en situation de monopole, avec un appétit pentagruélique, un appétit issu de l'époque coloniale. Si, je vous le dis ici, ceux qui tenaient le fouet autrefois tient aujourd'hui le fouet économique, et je vous le dis, il frappe toujours aussi fort. Et je voudrais adresser un message à Charles Aznavour: non, la misère n'est pas moins pénible au soleil. Alors, faisons peuple pour abolir l'injustice de la cherté de la vie dans nos pays d'outre-mer, afin que nous, Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Mahorais et tous les peuples d'outre-mer, nous ne soyons plus le paillasson de l'appétit des grands groupes dans nos pays d'outre-mer. Merci à vous. Merci, Monsieur Maillot. Madame la rapporteure. Merci, chers camarades. Je salue évidemment, moi, toutes les actions militantes qui sont menées depuis un certain nombre d'années, et les dernières sont venues évidemment secouer encore une fois notre intérêt, notre mobilisation pour nous occuper de nos compatriotes. Je dirais néanmoins que dès juin, rappelle-toi, notre programme du nouveau Front populaire prévoyait ce renforcement du BQP, prévoyait ce blocage des prix, singulièrement pour nos pays. Donc c'est une gageure que nous avons eue et une promesse que nous avons eu à faire à nos populations et que nous souhaitons, par cette PPL, tenir. Donc nous serons, je l'espère, sur nos bancs, tous et toutes, particulièrement présents pour faire en sorte que ce texte puisse être voté et produise des effets les plus immédiats possibles. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Pour le groupe LIOT, Monsieur Max Mathiazin. Madame la Présidente, mes chers collègues, les gouvernements successifs n'ont pas su ou n'ont pas voulu traiter les difficultés qui sont les difficultés des Outre-mer, je dirais, en général. Nous savons très bien que, et je n'en étais pas dupe, lorsque l'on a adopté la loi égalité réelle et que l'on a mis réel derrière égalité, je me suis dit qu'il faut se méfier, puisque l'égalité, c'est l'égalité. Par conséquent, jusqu'à aujourd'hui, après des années, nous alertons sur un coût de la vie qui est trop élevé. La colère explose régulièrement. Ça peut être en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte aussi. Dernier exemple en date, les manifestations en Martinique, mais aussi, vous l'avez vu, à Mayotte, où les gens ont du mal à se soigner et pour un accès minimum aux soins. Donc, nous ne sommes pas dupes, nous savons bien que ni l'insularité, ni l'isolement, ni même l'étroitesse des marchés ne suffisent à justifier les écarts de prix constatés avec l'Hexagone, allant jusqu'à 40% dans l'alimentaire. Et je ne parle pas des pièces automobiles et autres. Le problème est celui du modèle économique dans son ensemble, qui n'a pas changé depuis l'époque esclavagiste. Il faut le dire, n'ayons pas peur, et c'est ce modèle qu'il faut casser, parce que c'est ce modèle qui entraîne des surcoûts, autres que les surcoûts liés aux importations. J'ajoute la concentration des principaux importateurs et distributeurs, la taille des marchés locaux, la fiscalité locale assise sur les importations, le manque d'emplois locaux et la faiblesse des revenus, encore l'insuffisance de la production locale. Mais il y a quelque chose de plus pernicieux. Ce sont les marges qui sont réalisées par ceux qui, à la fois,
détiennent la grande propriété foncière et qui en même temps ont su transformer ces propriétés foncières en capitaux pour créer un système dans lequel ils sont tous, je dirais, d'une grande solidarité. Donc la présente proposition de loi permet d'apporter une part des réponses à cette crise complexe en s'attaquant aux problèmes de concentration et au manque de transparence de ces entreprises. Par exemple, vous l'avez suivi, le groupe Bernard Ayotte ne dépose pas ses comptes ou fait de l'obstruction pour que nous ayons accès, enfin en tout cas les Martiniquais qui l'ont demandé, accès à ces comptes. Donc il y a une absence de transparence, mauvaise volonté de certains acteurs. Même constat s'agissant de l'article 3 qui s'attaque cette fois-ci à la situation oligopolistique. Il baisse le seuil de contrôle des concentrations en Outre-mer et rend obligatoire l'autorisation d'exploitation commerciale pour tout projet. Et s'agissant, je conclue, Madame la Présidente, s'agissant du bouclier qualité-prix, nous soutenons la démarche qui tend à renforcer et nous apporterons également des amendements allant dans ce sens. Donc, notre groupe porte d'ailleurs depuis plusieurs années au sein des projets de loi de finances un amendement visant à exonérer de TVA les produits du BQP qui a été adopté cette année. Monsieur Massiazin. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Nous avons déjà eu l'occasion de partager, et là, vous venez de le remontrer, un constat qui n'est plus à refaire. Aujourd'hui, il faut donner place aux actions de l'État. L'État doit être un protecteur des populations qui se retrouvent bien trop souvent, pas seulement sur l'alimentaire, parce que là, nous traitons d'une question spécifique et qui va toucher essentiellement l'alimentaire, mais pas que. Mais nous devrons avoir une vision générale de ces confettis de l'Empire. Tu l'as dit, il y a malheureusement des réminiscences coloniales qu'il nous faut faire taire aujourd'hui en dotant nos territoires de moyens de développement endogènes dans leur zone de géographie cordiale qui soient adaptés et qui permettent à chacune et chacun de s'émanciper. Merci. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Pour le groupe UDR, Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, merci pour votre implication et votre travail. J'aimerais tout d'abord me désolidariser des propos tenus par notre collègue de LFI. Je trouve le parallélisme esclavagiste totalement indigne. Le sujet est beaucoup trop grave pour recourir à la stigmatisation et oser évoquer des coups de fouet me semble particulièrement déplacé, même si moi aussi j'apprécie les lectures de Rabelais. Alors, sur les sujets maintenant qui nous concernent, on a effectivement un enjeu d'étroitesse de marché, de faiblesse des productions locales, de multiplication des intermédiaires et donc d'empilement des marges. Sur la question de l'éloignement en particulier, qui me semble malheureusement pas traitée par la proposition de loi, peut-être par manque de temps. Pour rappel, on a quand même 16% du prix qui découle de l'éloignement, dont la moitié en octroi de mer. Et puis après, on a 16% en frais de grossiste répartiteur. Je pense qu'on ne peut pas résoudre le problème si on ne traite pas ces deux sujets. Une partie du sujet, donc les frais de grossiste répartiteur, est traitée par la proposition de loi. Maintenant, celle de l'éloignement ne l'est pas. Et l'octroi de mer en particulier pèse sur les produits à faible valeur ajoutée, puisque tout frais compris, fret, octroi de mer, transport local, le prix de la bouteille d'eau minérale est multiplié par 4 typiquement, contre 1,3 pour le champagne. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de la concurrence. Et ça pose un problème vraiment structurel, puisque tous les produits à faible valeur ajoutée sont extrêmement affectés par cet éloignement, et notamment par l'octroi de mer, qui pose à mon sens un gros problème, puisqu'on ne peut pas avoir deux objectifs avec un seul outil. L'octroi de mer a le premier objectif qui est d'assurer des finances pour les collectivités locales et le deuxième qui est de permettre une substitution de produits étrangers à l'outre-mer à des produits locaux. Très bien, mais sauf que ça ne marche pas très bien et la conséquence c'est que le financement de la collectivité repose sur le consommateur et contribue à augmenter le prix des produits par une forme de super TVA. Donc il me semble que, ou alors je ne comprends pas trop, mais je pense qu'on a un enjeu ici qui est quand même fondamental. Surtout, ça pèse souvent, j'ai regardé l'octroi de mer dans certains cas, ça pèse sur des produits qui n'ont aucun substitut local. Vous allez payer l'octroi de mer sur des voitures. Donc là, vous pénalisez en fait le consommateur à fond, alors qu'il n'y a aucune occasion de substitution locale, aucune opportunité, aucun substitut. Je pense que là, il y a un gros souci qu'il faut qu'on traite. Ça me semble essentiel pour nos outre-mer. S'il me reste un peu de temps, je vous rejoins sur la nécessité de permettre, mais encore une fois, ce n'est pas traité dans cette proposition de loi, ça pourrait être par la suite, un approvisionnement à l'échelle régionale, notamment sur les pays d'Amérique latine. Je pense aussi qu'on a un enjeu d'opacité des prix qu'il faut résoudre.
Cependant, j'ai une petite réserve, c'est la notion de concurrence internationale. Parce que cette proposition de loi, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais elle a un impact sur l'ensemble du territoire national. Et certes, elle nous met en conformité avec une directive européenne, mais on a quand même un enjeu par rapport à des sociétés qui sont établies à l'étranger, en Suisse, pas très loin du territoire national, parfois même au Luxembourg, où là, on a une opacité complète, et ça leur donne une capacité de prédation très forte sur nos entreprises, parce qu'elles peuvent voir en fait tout ce qu'on fait. Là où nous, on ne peut pas voir ce qu'elles font. Donc moi, j'ai cet enjeu. Autant je rejoins la nécessité de dépôt, qui est fondamentale, parce que ça donne au pouvoir public des moyens, autant la publicité est plus problématique. Donc non à l'article 1 et oui aux deux autres. Merci. Merci, Monsieur Allégret-Pilot. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Je n'interviendrai pas sur le début de votre propos et je vous laisserai probablement régler cela avec le collègue. Mais enfin, je crois que c'est des figures de style et qu'il ne faut pas faire de tout. Nous avons tous dit qu'il y avait malheureusement un lien très fort entre le passé et le présent qui perdurait et que nous souhaitions mettre à mal aujourd'hui. Mais enfin, qu'importe. Sur l'octroi de mer, il me semble en effet que vous n'avez pas obligatoirement tout compris. L'octroi de mer, c'est par exemple pour la Martinique 300 millions, là où la TVA, c'est 800 millions. L'octroi de mer s'applique sur toutes les marchandises parce qu'en France, comme sur tout le territoire européen, il n'y a pas le droit d'y avoir de mesures protectionnistes. Donc ce sont des mesures incitatives économiques qui ont vocation, en effet, à participer au financement des communes et des collectivités, mais pour un certain montant, je vous dis 300 millions, là où la TVA c'est 800 millions, toute la TVA ne nous est pas reversée. Donc c'est un outil de dynamisme économique, c'est-à-dire que là où il y a de la production locale, l'octroi de mer s'avère être plus important. C'est un jeu de passe-passe aussi avec l'Europe. Vous comprenez bien que si ça n'avait pas été ça, on n'aurait pas de production locale, en fait. C'est ça la réalité. Nous n'aurions pas de production locale. S'il s'agissait de mettre tout au même taux, nous n'aurions pas de production locale parce que nous aurions obligatoirement des produits importés qui seraient moins chers que nos produits locaux. Donc nous essayons de stimuler par là et certains pays le font avant nous et nous verrons bien quelles seront les réactions d'un certain nombre d'entre nous lorsque les États-Unis mettront 400% de taxes à nos importations françaises sur leur territoire. Et puis, pour ce qui est de l'article 2, je vous invite à lire le CE 44, qui est une réécriture de l'article 2 qui devrait davantage vous convenir. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. D'ailleurs, puisqu'on a cité Édouard de Glissant, grand auteur martiniquais, il disait ceci à propos du passé: si nous voulons être solidaires de ces souffrances, du souffrance du monde, eh bien, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. Voilà. Donc on va passer à une phase maintenant de questions individuelles. Questions ou réactions, ou voilà, intervention d'1 minute, réponse d'1 minute. J'en profite, donc voilà, on est en train de prendre toutes les inscriptions. J'en profite pour souhaiter la bienvenue dans notre commission à tous les collègues qui viennent d'autres commissions. Je suis heureuse que nous soyons nombreux ce matin. Ça témoigne aussi de l'intérêt que nous portons à cette question. Tout le monde a souligné néanmoins l'urgence sociale qui existe. Alors c'est vrai, ça a été dit que derrière les chiffres, il y a des êtres humains, mais les chiffres parlent aussi quand on sait qu'il y a un taux de pauvreté de 27% dans les outre-mer, c'est-à-dire quasiment le double de la moyenne en France. Les chiffres aussi témoignent d'une réalité. Il a été dit également qu'il y avait des mouvements sociaux très importants en Outre-mer qui ont eu lieu, et la responsabilité aussi de gouvernements successifs, ce qui amène aussi à vouloir légiférer, et d'où évidemment l'intérêt de cette proposition de loi et des débats qui vont avoir lieu. Donc je passe maintenant la parole à Monsieur Jean-Luc Fugit. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je voulais revenir parce que je n'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure et je m'en excuse. Donc, je voulais simplement revenir sur le sujet de l'octroi de mer parce qu'en effet, dans le cadre de la commission d'enquête sur la vie chère, l'ensemble des auditionnés avaient souligné donc l'effet inflationniste de l'octroi de mer et aussi l'opacité de cette taxe. Et je voulais rappeler que la Cour des comptes a dénoncé donc sa complexité
et son effet évidemment négatif sur les prix dans son rapport là, de mars 2024. Elle avait invité à revoir son fonctionnement de fond en comble d'une certaine manière. Et donc ma question est très simple à Madame la rapporteure, puisque vous connaissez très bien ce sujet. Et donc moi ce que nous aimerions dans notre groupe, c'est connaître les pistes que vous préconisez, vous, sur la réforme potentielle de ce fameux fond en comble de l'octroi de mer. Je pense que c'est intéressant de s'appuyer sur les compétences et la vision de personnalités comme vous. Donc, tout simplement, je voudrais avoir un petit temps d'échange là-dessus, si c'est possible. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Très rapidement, chers collègues, alors ce que nous vous avons dit, c'est déjà qu'il y a un certain nombre de marges, et notamment marges arrière et d'empilement de marges qui sont construites. Et je vous donnerai au fur et à mesure de la journée quelques éléments de nature à venir abonder votre connaissance sur le sujet. Et puis sur l'octroi de mer, ce que nous disons, c'est qu'il y a la possibilité finalement d'avoir un outil fiscal local qui nous permet d'adapter la fiscalité, mais qui n'est pas... et qui est finalement perfectible. Nous l'admettons et c'est pour ça qu'il faut le rénover pour le rendre plus dynamique. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, on a dans certains de nos territoires une fiscalité de 22 ou 23% sur les yaourts importés. Bon, ce qui rend évidemment un yaourt importé très cher. Mais nous avons également de la production locale. Ce que nous disons par contre à la production locale, c'est qu'il va falloir que les prix soient plus compétitifs. Il va falloir aussi que l'emploi puisse être marqué par les décisions que nous prenons, parce qu'il ne s'agit pas de taxer les produits importés à 22% et les produits locaux à 8%, mais bien de trouver des cotes mal taillées pour que la production locale augmente, que les prix baissent, puisqu'on sera dans des réductions évidemment dans des circuits courts, que l'emploi augmente dans ces sociétés, et pas l'inverse. En l'occurrence, pour l'heure, on assiste un peu à l'inverse, et donc on a des systèmes de rente qui se mettent en place et c'est ce qu'il nous faut juguler aujourd'hui. Merci Madame la rapporteure. Monsieur Philippe Naillet. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais bien sûr saluer Madame la rapporteure. Quelques mots simplement pour me réjouir de cette proposition de loi que nous portons. Il est temps qu'on s'attaque vraiment au fond des choses. Jusqu'à maintenant, sur la question de ce sujet de la vie chère, qui est perçue comme une injustice qui dure depuis trop longtemps par nos populations ultramarines, on a apporté des réponses dans l'urgence. Là, il ne s'agit pas simplement de bouger des taxes, avec aucune obligation que lorsqu'on diminue une taxe, elle soit répercutée sur le prix final du produit. Là, c'est une première étape où on va au fond des choses. On va au fond des choses à travers, bien sûr, la limitation des concentrations. On va au fond des choses en demandant la transparence sur les comptes des opérateurs économiques, mais aussi sur les marges. Donc, c'est une étape importante. La deuxième chose que je voudrais dire très rapidement, c'est que quand les prix sont chers, il y a aussi derrière des répercussions sur la santé de nos populations. Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire qu'on achète des produits moins chers, des produits souvent de dégagement, et ça a un impact sur la santé de nos populations. Ça aussi, c'est une injustice pour les populations ultramarines. La troisième chose que je voudrais dire très rapidement, c'est que c'est une étape importante, mais on n'est pas dans le point final. Bien sûr, on a vu au moment de la commission d'enquête vie chère que la vie chère, c'est les prix, mais c'est aussi la faiblesse des revenus. Ça veut dire qu'il faut encourager le développement de la production locale, il faut accompagner nos entreprises locales, il faut aussi encourager les échanges régionaux. Je dis juste un dernier point quand même sur l'octroi de mer, parce que c'est un sujet important, l'octroi de mer. Il faut se méfier des simplismes. Bien sûr qu'il faille toiletter l'octroi de mer à un moment. D'abord, c'est la Commission européenne qui va nous le demander en 2027. Il faut le faire parce que l'économie, c'est pas quelque chose de figé, mais l'octroi de mer, la contrepartie de cela également, je le dis pour les collègues de l'Hexagone, c'est que nous avons des taux de TVA qui sont réduits au-delà de l'avantage de l'octroi de mer pour la production locale, les ressources pour les collectivités. Merci. Et que sur certains produits, les taux d'octroi de mer et les taux de TVA sont inférieurs aux taux de TVA qui sont appliqués dans l'Hexagone. Merci. Merci, Monsieur Naillet. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues, d'avoir rappelé cette construction technique du prix et qui est une réponse à ceux qui pensent que l'octroi de mer est l'élément phare, pourtant la seule fiscalité à la main finalement des collectivités locales, mais qui participe de la cherté du prix. Je crois qu'il faut faire tomber ce dogme. La plupart du temps, lorsque nous avons et octroi de mer et TVA, nous sommes bien en deçà de la TVA de la France continentale. Donc les coûts, ou en tout cas les surcoûts, les surprix,
se trouvent ailleurs, mais nous admettons néanmoins qu'il y a un toilettage à faire que nous avons déjà engagé, une réflexion que nous avons déjà engagée sur les territoires et que nous mènerons à son terme. Merci à vous, Madame la rapporteure. Madame Karine Lebon. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Les révoltes qui ont embrasé votre territoire, notamment, ont une nouvelle fois mis sur le devant de la scène les inégalités chroniques dont souffrent nos compatriotes ultramarins. 37%, c'est ce que doivent par exemple payer en plus les Réunionnais pour avoir accès aux mêmes produits que les Français de l'Hexagone. Nous voulons des solutions immédiates et cette PPL en apporte quelques-unes. La question des marges, cause centrale des prix exorbitants pratiqués sur nos territoires, doit être prise à bras-le-corps. La proposition de renforcer les sanctions contre les entreprises qui ne publient pas leurs comptes semble tout à fait bienvenue. Lors des auditions que vous avez menées, Madame la rapporteure, celle des OPMR a particulièrement attiré mon attention. L'OPMR de La Réunion survit avec rien. Sans local ni budget, l'Observatoire n'a qu'un secrétaire général à mi-temps et doit quémander une salle de réunion à la préfecture pour pouvoir travailler. Est-ce que vous préconisez des mesures concrètes pour que les OPMR puissent enfin réaliser leur mission efficacement? Et je me permets aussi un mot sur l'octroi de mer, comme quoi il faut vraiment se méfier des réponses simplistes. Les voitures électriques n'ont pas d'octroi de mer à La Réunion. Et pourtant, elles sont bien plus chères que dans l'Hexagone. C'est bien que la réponse peut se trouver ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Madame Lebon. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Oui, on a souhaité mener avec tous les OPMR des pays des océans des auditions afin de connaître les conditions de leur action. Et c'est pour ça que je nous inviterai aussi à une certaine pondération dans nos amendements, parce que parfois, nos OPMR, pour l'heure, n'ont pas encore les moyens, n'ont pas la construction juridique qui est de nature à leur permettre d'exécuter un certain nombre de tâches que nous souhaitons leur confier. Mais là, en effet, des moyens financiers, humains, sont proposés dans les amendements que nous avons faits, parce qu'il y a des amendements qui sont le fruit des auditions. Nous avons tenu compte des échanges que nous avons eus avec ceux qui s'occupent de la question des prix sur nos territoires. Et j'espère naturellement te trouver au rendez-vous des votes de ces amendements. Merci. Merci. Monsieur Stéphane Vogetta. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Il s'agit d'un texte important, lié à une situation de cherté de la vie qui demande une réponse urgente, ainsi que le confirme votre exposé des motifs et de nombreux orateurs parmi nous. Je vous cite Madame la rapporteure, l'urgence sociale est criante. Les ultramarins ne veulent plus de promesses sans suite, ils exigent des mesures concrètes et immédiates. Cette situation n'est plus tenable, et vous avez raison. Alors aujourd'hui, je pense à nos compatriotes ultramarins qui nous regardent, en espérant voir ce texte adopté, aujourd'hui en commission, puis dans l'hémicycle, lors de la niche socialiste du jeudi 12 décembre prochain. Je pense aussi à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, qui attendent avec angoisse le résultat de la motion de censure de cet après-midi, car si ce gouvernement tombe, ils pourront dire adieu au plan gouvernemental de solidarité et de sauvegarde. Si ce gouvernement tombe, Madame la rapporteure, vous ignorez quand ce texte pourra à nouveau être inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée, d'autant plus qu'une possible nouvelle dissolution remettrait les compteurs à zéro. Alors Madame la rapporteure, j'ai une question simple et je me permets de vous demander comment vous expliquerez aux Français d'outre-mer avoir participé, le cas échéant, à l'enterrement de votre propre texte en votant la censure. Merci Monsieur Vogetta. Madame la rapporteure. Écoutez, chers collègues, merci de votre intervention. Ça me donne l'occasion de vous dire que lorsque un gouvernement prend en compte la difficulté que vit nos territoires, il n'ampute pas de 300 millions d'emblée les moyens donnés à ces territoires pour se développer, ce qui était le cas. Ce que j'expliquerai à mes compatriotes, c'est que nous sommes en train de travailler et que les mesures que nous sommes en train de construire seront des mesures pérennes. Que ce que nous le faisons pour leur bien et pour le bien de nos territoires, pour les générations futures, parce que c'est une pierre que nous mettons à l'édifice. Je crois que mes compatriotes comprendront très largement le sens de notre action et je vous invite à ne pas me mettre en cause dans les décisions que nous allons prendre. Elles vont être collectives et à ne pas vous inquiéter. L'État a suffisamment de ressorts, notre République a suffisamment de ressorts pour survivre, n'est-ce pas ? Contrairement à ce que vous voulez faire croire à longueur de plateau télé, pour survivre à une censure. D'ailleurs, elle est prévue de façon constitutionnelle. Je crois que ça devrait vous rassurer. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur Benoît Biteau. Merci, Madame la Présidente. Nous parlons ce matin de vie chère et de concentration d'acteurs économiques.
Les territoires ultramarins bénéficient d'un dispositif pour accompagner des besoins primaires dont on a tous besoin, qui est la production agricole et la nourriture. Ce dispositif s'appelle le dispositif POSEI. C'est un dispositif fort bien doté par des fonds européens. Malheureusement, ce que nous pouvons constater, c'est que les fonds du dispositif POSEI sont concentrés autour de 5 grandes structures qui, comme partout en Europe et comme sur l'Hexagone, préfèrent exporter des bananes, du sucre de canne, plutôt que d'utiliser des fonds POSEI pour alimenter financièrement les producteurs locaux, les paysans, qui pourraient fournir de la nourriture locale et permettre d'accéder à des produits de qualité à la population. Donc je nous invite à revisiter ces fonds POSEI et force est de constater que ce gouvernement, qui est menacé d'une censure, a plutôt encouragé la concentration des fonds POSEI autour de ces 5 acteurs industriels. Merci. Monsieur Bitot. Madame la rapporteure. Oh, chers collègues, si tu savais. Naturellement, cette question de la répartition des fonds du POSEI, qui avait vocation à participer de la diversification auquel comble, il n'a participé malheureusement jusqu'alors qu'à une concentration des subventions européennes à l'endroit de production particulière et singulièrement de la banane. Mais nous en parlerons dans un autre rendez-vous, je l'espère, plus longuement, parce qu'il s'agira en effet, dans cette grande vision que nous devons avoir pour ces pays des océans, de construire en effet une agriculture plus durable, plus diversifiée et qui participera de l'autonomie alimentaire de nos territoires. Merci à toi. Fin de la discussion générale sur cette proposition de loi pour lutter contre la vie chère en Outre-mer. Les députés vont entrer dans le vif du sujet. Ils examinent les 48 amendements déposés sur le texte avant de procéder au vote. Nous arrivons donc à l'issue de l'examen de cette proposition de loi en commission. Et donc, nous passons au vote sur cette proposition. Donc, sur cette proposition de loi qui vise à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère, réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, dont Madame la rapporteure et Madame Bellay, nous mettons aux voix l'ensemble du texte. Pour ce texte, qui est pour? Qui est contre? Eh bien, cette proposition de loi est adoptée en commission et donc nous aurons l'examen en séance a priori le 12 décembre. Voilà. Proposition de loi qui est donc adoptée par les députés de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Le texte devait être examiné dans l'hémicycle le 12 décembre, mais la censure du gouvernement a, vous le savez, suspendu l'ordre du jour ici à l'Assemblée. C'est la fin de ce numéro. La séance est levée. À très vite sur LCP.